Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, épisode numéro 3. Aujourd'hui, on teste mon tout nouveau micro NT USB Mini de Rode. Jingle. J'avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir les sujets dont vous vouliez que je parle dans mes podcasts. Et un des sujets qui est revenu, c'était les galères de l'immobilier et les galères avec les agents immobiliers. Donc ça va être le thème de cet épisode numéro 3. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez trouver ce podcast sur Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube et toutes les bonnes plateformes de podcasting, dont Spotify également. Pour cela, c'est très simple, il suffit de taper Bye Bye Patron sur une de ces plateformes. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram en tapant Bye Bye Patron avec un underscore entre le Bye Bye Patron. Et rejoindre la communauté, on est plus de 2300. Vous pouvez m'écrire pour toute suggestion. Je vais vous raconter ce qui nous est arrivé à mon associé et moi ces quelques derniers mois. Donc, ça va être plusieurs histoires, vous allez avoir peut-être l'impression que c'est parmi toute une vie d'investisseur, mais non, ça nous est arrivé depuis même pas septembre 2020. Donc l'histoire, c'est, je trouve un appartement. Déjà, ça commence, l'appartement super bien placé, mais premier point, en fait, c'était trop cher et il commence à m'inventer une histoire comme quoi il y avait une psychologue qui voulait faire son cabinet médical dedans et donc qu'elle était très intéressée. En fait, il y avait eu un petit dégât des eaux dans l'appartement et qu'elle attendait juste de voir que ce serait bien pris en charge au moment de son achat pour acheter l'appartement. Du coup, moi, j'ai pas souhaité poursuivre parce que je veux jamais rentrer en enchère avec un autre acheteur. C'est le meilleur moyen de surpayer quelque chose, d'autant plus que c'était pour son activité professionnelle, donc elle pouvait absorber un surcoût que moi je ne souhaitais bien entendu pas payer. Je vais la faire courte parce que je ne vais pas m'éterniser non plus super longtemps sur chaque histoire. Il s'avère que j'avais déjà acheté un appartement juste à côté dans le même bloc d'immeubles il y a moins de 1 an, à un prix qui était de l'ordre de peut-être 30% moins cher au prix affiché, sachant que là l'appartement il était plus grand, celui que j'étais en train de visiter. Donc en théorie le prix au mètre carré il devrait pas être plus élevé. Et là, l'agent il commence à me faire la leçon, comme d'habitude, il me prend de haut. Non, mais vous savez, vous avez acheté quand? Il y a 1 an, mais depuis 1 an, ça a trop changé. C'était avant Covid. On était en septembre, on s'était pas encore aperçu de la folie des prix qui montaient. Et voilà, dans tous les cas, 30% en 1 an, ça fait quand même beaucoup. Après, le passé, c'est le passé, il faut s'adapter à la situation actuelle, mais c'est pas une raison pour surpayer les choses. Il me prend déjà pour un idiot, alors même que j'ai la preuve noir sur blanc que son prix il est trop cher par rapport au marché. Il me dit qu'il y a un garage, mais qu'il est un peu loin et qu'il ne sait pas s'il a les clés. Bon, vu que moi c'était trop cher l'appartement, je dis c'est bon, c'est même pas la peine d'aller voir le garage. En fait, il s'avérera après que 2 mois plus tard, donc l'agent immobilier qui prenait, je sais plus, 7 000 € sur la vente, eh ben, il avait toujours pas été voir le garage. En fait, il m'a dit que c'était trop loin, qu'il avait peut-être pas les clés. Mais tout simplement, il savait même pas où c'était. 1 mois après, je vois que l'appartement il est toujours disponible sur le Bon Coin, donc sûrement qu'avec sa psychologue c'est tombé à l'eau ou qu'elle n'a jamais existé, ou alors qu'elle a visité, qu'elle n'était pas intéressée et puis que lui il a embelli l'histoire. Du coup, je vois qu'il est toujours en vente, je dis à mon associé, va le voir, ça peut être cool. Il va le voir, effectivement, il y avait l'histoire du dégât des eaux, où c'était un mur qui avait pris l'eau et il y avait du carrelage cassé, que ce serait également pris en charge par l'assurance, sauf que l'expert n'était pas encore passé. On fait une offre, bien entendu inférieure au prix annoncé, assez largement. On se met d'accord sur le prix. L'expert d'assurance y passe et on nous dit le mur sera réparé, par contre le carrelage ne sera pas pris en charge par l'assurance. Donc nous on leur explique, voilà, on a fait l'offre en tenant compte du carrelage réparé. Donc soit on fait nous-mêmes les travaux et on déduira un devis du prix d'achat, soit vous vous occupez des travaux et puis quand on réceptionne l'appartement, ce sera réglé. Il y a eu peut-être 3-4 versions du compromis parce que c'était pas bien indiqué. Donc je sais pas si c'est toujours comme ça, mais là c'était le notaire du vendeur qui s'occupait de rédiger l'acte. Et la clause de réparation justement suite au dégât des eaux, elle n'était pas bien indiquée. Donc on a eu 3-4 versions du compromis, ça a duré un peu. Nous on lit toujours en entier les compromis, je peux que vous conseiller de le faire également. Mais quand on voit la taille des compromis en France, c'est assez conséquent.
Ça nous a pris quand même bien du temps et tout ça. Finalement, on s'est mis d'accord. On a donné la procuration à notre notaire pour signer le compromis. Tout va bien dans le meilleur des mondes, comme le disait l'autre. Et 10 jours après, mon associé reçoit un message. En fait, les vendeurs ne veulent plus vendre. Sans explication, sans rien. On avait juste ce message. Alors que normalement, en théorie juridique, quand vous êtes mis d'accord sur l'offre, vous êtes engagé, même si, faut le formaliser dans un compromis. Mais en théorie, on dit quand il y a accord sur la chose et le prix, vous êtes engagé. Et nous, surtout, on comprend pas ce qui se passe. On appelle l'agent immobilier, il répond pas. De plusieurs numéros, avec mon numéro, mon associé, il l'appelle. On envoie un email, il répond pas. Donc, le type, il est agent immobilier. Je veux dire, son métier, c'est presque de répondre au téléphone. C'est comme ça qu'il va faire des ventes. Et il se permet de pas répondre au téléphone. Je contacte un avocat pour envoyer une lettre, pour au moins avoir des explications. Et puis nous, on voulait poursuivre. Je veux dire, ça avait quand même pris du temps de lire 3-4 versions du compromis. L'affaire, c'était une assez bonne affaire. C'était pas non plus l'affaire du siècle, mais c'était une assez bonne affaire. On envoie courrier de l'avocat. Il nous répond une semaine après par son avocat. En gros, les vendeurs veulent plus vendre. Donc là-dessus, on essaie de contacter directement les vendeurs pour faire la vente. Et en fait, on apprend, la vendeuse, elle nous dit qu'elle avait pas bien compris l'histoire du carrelage, que c'est pour ça qu'ils voulaient plus vendre. Et elle nous dit ok, c'est bon, on va vendre. Pendant un mois, ça a été ok, pas ok, ok, pas ok. Pour que finalement, à un moment, elle nous avoue que avant même, entre le moment où on avait donné notre procuration et avant même qu'on soit prévenu que les vendeurs ne voulaient plus vendre, ils avaient signé un compromis avec quelqu'un d'autre. Forcément, pour nous, c'était tombé à l'eau, mais on était quand même en contact permanent avec l'agent pour signer ce compromis. Ensuite, il nous écrit dans un courrier d'avocat qu'en fait, ils veulent plus vendre, alors que c'est faux, ils étaient en train de vendre. La vendeuse, elle nous dit que quand ils ont demandé à l'agent immobilier de nous raconter la vraie histoire, parce que je pense que c'était des gens honnêtes, les vendeurs, et ils voulaient juste que les choses elles soient claires, et bien que l'agent il s'est énervé, il est devenu ultra furieux donc avec ses propres clients, et qu'en fait il ne répond plus non plus au téléphone. Donc super histoire. Franchement, ça a duré peut-être 3 mois cet achat à cause de la première visite. Après, j'avais laissé tomber l'affaire parce que c'était trop cher. Ensuite, mon associé, ensuite l'expert qui devait passer les versions du compromis. Et donc, 3 mois, 3 mois dans le vent un peu, parce qu'en général, on essaie d'acheter les appartements les uns après les autres, pas en avoir plusieurs en même temps, sinon ça commence quand même à devenir un peu galère. Et du coup, 3 mois de perdu, de l'énergie, courrier d'avocat, tout ça pour en fait juste quelqu'un qui nous l'a fait à l'envers, quoi. Donc ça, c'était génial. Donc pour les auditeurs, tant que vous n'avez pas signé de compromis, et j'ai vu sur Instagram, c'est arrivé à d'autres personnes, rien n'est fait. Essayez quand même, si vraiment c'est une bonne affaire, de signer le compromis le plus tôt possible. Comme ça, le vendeur, il est vraiment engagé. Vous pourrez toujours sortir du compromis si vous le souhaitez. Mais le vendeur, tant que vous n'avez pas signé le compromis, vous n'êtes jamais à l'abri qu'il signe avec quelqu'un d'autre. C'est la même théorie si vous trouvez votre futur conjoint ou la personne de vos rêves en boîte de nuit. Essayez de ne pas le lâcher jusqu'à ce que les lumières se rallument. Mais bon, vu la situation, c'est pas pour tout de suite que ça va vous réarriver. Du coup, on repart en visite. Deuxième session, deuxième histoire. Ça nous est arrivé très récemment. On visite des appartements, dont certains un peu des taudis. J'avais posté sur mon groupe Facebook les photos d'une colocation où des vieilles, elles avaient mis carrément des douches dans la cuisine ou dans des chambres super défraîchies, ou même des chambres sans accès à la douche, donc une colocation sans accès à la douche. Je sais pas quel genre de locataire vous chopez. Du coup, en partant de cette super visite glauque, on arrive dans un appartement hyper lumineux, franchement super bien. Et en plus, il y avait un peu l'effet contraste. Alors c'est clair qu'il faut essayer d'éviter, mais tout le monde est humain. Je veux dire, quand vous passez d'un truc glauque à une luminosité exceptionnelle dans un appartement, vous êtes tout de suite sous le charme, et peut-être que ça va un peu fausser même votre jugement. Mais en tout cas, l'effet contraste, il vous fait waouh, je le veux, et c'est comme ça. Et là, on en revient à l'histoire des boîtes de nuit. Quand la lumière, elle s'allume, parfois, il n'y a pas l'effet waouh. Et l'alcool redescend, et on se rend compte que c'était pas une bonne décision. Ne jamais sous-estimer le pouvoir de la lumière et de la luminosité dans tous les aspects de la vie. Et donc, on part, on voit l'appartement, on discute avec l'agent immobilier. L'agent immobilier, il nous explique qu'il y avait eu déjà un compromis. Il nous indique le prix du compromis.
auquel ça avait été signé. Il y avait une petite négo, mais franchement c'était pas beaucoup, mais le prix de l'appartement il était vraiment correct. Donc ça c'était le samedi. Le lundi matin, tout de suite j'envoie l'offre et on fait une offre du coup au prix même 1000 euros de moins que le prix qui avait été affiché dans le compromis. Et là l'agent il nous dit ouais en fait il y a une autre offre en même temps que vous, je vais les soumettre au vendeur. Et nous on lui fait bien entendre qu'en fait voilà nous on fait cette offre, mais s'il faut, on montrera et qu'on est finançable. On avait déjà eu un préaccord de financement très récemment du banquier. Les choses, elles étaient en place. Après, voilà, s'il y a toujours moyen de gratter un peu, on peut payer le prix affiché juste pour payer le prix affiché. D'autant plus que pour nous, on avait la marge, on pouvait monter. Après ça, c'est à chacun de voir ce qu'il veut faire en fonction de la situation. Parfois, il y a besoin de vraiment beaucoup négocier pour faire une bonne affaire. Parfois, le prix affiché, c'est déjà une bonne affaire. Donc si vous sentez qu'il y a moyen d'un peu gratter, profitez-en. Par exemple, si l'appartement, vous vous rendez compte que ça fait longtemps qu'il est vide. Par contre, si vous voyez qu'il y a 10 personnes sur le coup, ben vous payez le prix affiché, c'est comme ça. Ce sera une bonne affaire. Et là, l'agent qui nous rappelle le lundi soir. Bien sûr, il nous rappelle pas. Donc bon, les agents qui rappellent pas, je pense que tout le monde connaît. Mais là, quand vous faites une offre, c'est quand même un peu abusé. Et donc le mardi matin, on l'appelle et il nous dit ah ben non, en fait, il y avait il y avait vous et l'autre. Du coup, j'ai appelé l'autre, il a monté son offre 2000 euros, et donc c'est lui qui a l'appartement, on a déjà signé. Alors bon, franchement, j'y crois pas, parce qu'il devait présenter l'offre le soir au vendeur, et à mon avis, il l'a présenté par téléphone, surtout en ce moment. Et soi-disant, ils avaient déjà le matin signé l'offre. L'agent, il a dû se dire, c'est des investisseurs. Il nous a indiqué, le vendeur, il voulait pas d'investisseurs, mais moi je pense que c'est plutôt lui, il s'est dit. Les autres, c'est une résidence principale, ils ont l'air finançables, ça va pas être compliqué, ils vont pas trop nous saouler. Donc moi, je vais toucher plus facilement ma commission. Et voilà, en voiture Simone. Donc l'appartement où on était prêt à payer le prix, et avec déjà un préaccord de financement, il nous passe sous le nez. Le jour même où on avait visité cet appartement, on avait visité un autre. Du coup, bah, vu que celui-là, il nous était passé sous le nez, on se dit, il était un peu moins rentable, mais on se dit, il faut quand même qu'on trouve quelque chose. On avait déjà perdu 3 mois avec la première histoire, plus là l'autre. On dit, bon, celui-là, c'est pas l'affaire du siècle, mais il est quand même, il fait quand même, voilà, il fait quand même le taf. On va faire une offre là-dessus. Donc on fait l'offre. L'agent, elle revient elle nous dit, ouais, pour que vous signiez l'offre, il faut que vous remplissiez une offre ferme d'achat. Donc c'était un gros réseau d'agences immobilières. Donc le document, j'avais jamais vu, c'était hyper contraignant, hyper engageant, ça faisait 5-6 pages. En gros, surtout qu'on achète en SCI, on était engagé directement sur base de cette offre. Si on se rétractait et qu'on n'allait pas au compromis, c'était 5% de clause pénale sur le prix de vente, plus leur commission de 12%, 8-12%, pour avoir fait visiter un appartement qui puait le chat. Ils n'avaient même pas pris le temps d'ouvrir la fenêtre ou d'aérer avant, ils prenaient 12%. On questionne un peu le document, franchement il y avait des erreurs. Là, à un moment, l'agent elle n'avait pas mis que c'était 12%, elle avait mis que c'était 120% 120% du prix d'achat, sa commission. Donc ça aurait voulu dire que on aurait payé plus que 2 fois le prix de l'appartement, et que si on n'était pas allé au compromis, on était bon pour payer quand même en clause pénale. Après, je sais pas quelle est la validité de ce document, mais c'était écrit de manière ultra formelle, en mode que tu sens bien que tu t'engages. Donc si on n'était pas allé au compromis, on était prêt pour payer plus que la valeur de l'appartement, rien qu'avec ses frais d'agence. Donc quand tu lui expliques, voilà, votre truc il est ultra engageant, et vous l'avez pas rempli de manière sérieuse, là c'est tout de suite le scandale. Si tu veux te la jouer pro, alors sois pro, mais fais pas de l'amateurisme, mais après tu nous engages nous dans des galères que tu as créées toi-même. Mais elle m'a dit, mais vous vous rendez pas compte, j'étais jusqu'à 21h du soir pour pour créer ce document et l'établir. Bah putain, tu mets un 0 en trop dans ton document. C'était peut-être l'heure de rentrer chez toi et d'aller te coucher. Finalement, on arrive à corriger les erreurs. Et dans la discussion, comme ça, alors que le document il prévoyait plein de trucs, elle nous dit non, mais en fait, vous êtes comme ça pointilleux parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir votre financement, alors qu'on lui avait donné un préaccord de financement. Du coup, parce que nous, dans le compromis, on ne mettra pas la clause suspensive d'obtention du crédit. Et je dis, mais comment ça, vous n'allez pas mettre la clause? Ben non, nous, c'est pas prévu, les SCI, on ne met pas ça, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc j'ai appelé notaire, j'ai contacté avocat, tout le monde m'a dit que c'était ok. On l'avait toujours eu dans les autres achats.
Après, j'avais proposé d'acheter en indivision, de signer le compromis en indivision avec clause suspensive, avec clause de substitution. Non, ça va pas, nous on fonctionne pas comme ça. Vous croyez quoi? Nous on est un gros réseau. Vous, en gros, vous savez pas de quoi vous parlez. Ma notaire, elle a carrément proposé à ce que l'agent immobilier, elle l'appelle. Donc je veux dire, quand tu prends 12% sur une vente, tu peux quand même prendre le temps d'appeler. Et donc, en gros, ils ont préféré, ils ont dit non, on peut pas faire comme ça. Mais du coup, les autres acheteurs qui allaient acheter, ça allait être des particuliers qui en plus, eux, auraient eu le droit à la clause des 10 jours où on peut se rétracter d'un compromis sans explication, la clause à laquelle nous, on n'avait pas le droit via la SCI. Et donc, pendant une semaine, on s'est battu pour, au final, moi j'ai dit, moi je m'engage pas comme ça sur un compromis. Donc c'était le compromis, c'était 10% de clause pénale, plus leurs 12%, ça faisait 22% du prix de l'appartement. Les conditions bancaires, on sait qu'elles ont changé au 1er janvier. Quand on est investisseur, on a un patrimoine un peu complexe avec des différentes échéances, différentes sources de revenus. Et même si on a des bonnes raisons de penser que tout va se passer pour le mieux, on n'en est pas sûr. Or, pour en être sûr, il vous faut un compromis. Et donc, vous n'allez pas ne pas mettre de clause suspensive d'obtention du crédit, alors qu'en fait, vous ne pouvez pas avoir d'assurance sans compromis que ce soit le cas. Après, je sais qu'il y a des gens qui achètent justement sans cette clause suspensive de crédit, mais du coup, ils négocient en fonction. Ils disent, voilà, je vous fais une offre, moi c'est sûr, ça passe, mais c'est pas quelque chose qu'on discute après avoir fait l'offre. Le pire pour cette agence, c'est que du coup, sur base de... Je pense que l'histoire, elle a été entendue au sein de son agence et une de ses collègues, elle a pu faire passer une offre concurrente. Donc en fait, ils ont dû connaître le prix que nous on avait proposé, ils ont dû voir que la vendeuse, elle était d'accord. Et donc il y a des particuliers qui ont fait une offre au même prix et le bien, il a fini par partir. Dans tous les cas, nous on n'aurait jamais pu l'acheter parce qu'ils ne voulaient pas en démordre, ils ne voulaient pas du tout sortir de cette histoire d'absence de clause. Donc nous, on n'était pas là pour signer un chèque en blanc. Et voilà, c'est pas les rois, quoi. Je veux dire, il y a un moment, faut pas se laisser. Enfin, je veux dire, c'est quand même nous les acheteurs, c'est quand même nous qui payons, qui nous engageons. C'est pas aux autres de nous dire ce qu'il faut faire. Parce que le jour où vous serez dans la merde, là, il y a personne qui viendra vous aider, il y a personne qui viendra payer, et les gens, ils regarderont juste les documents que vous avez signés. Le pire, m'avait passé un de ses collègues qui m'avait dit « Non, mais en fait, vous devez avoir un blocage psychologique. Je vous conseille d'appeler votre banquier et lui, il vous dira oralement. Non, mais c'est bon, ça va passer, vous inquiétez pas. » Mais oralement, en plus le banquier, souvent c'est même pas lui qui décide, mais genre un accord oral, qu'est-ce que moi j'en ferais? Et le gars, en gros, il m'explique que c'est un problème psychologique pour lequel je veux pas signer. Mais franchement, il se prend pour qui? Mon analyse de tout ça, je veux dire, quand on est dans l'immobilier, c'est quand même des gros montants. Vaut mieux rater une bonne affaire que de devoir se taper 22% de pénalité, ou alors le pire, ça aurait été de devoir acheter le bien cash. Et là, ça cramer toute son épargne juste parce que vous n'êtes pas d'accord sur une clause. Après, si ça se trouve, l'achat se serait super bien passé, la banque elle nous aurait suivis et c'était réglé. Mais je veux dire, il y a un moment, il faut quand même faire les choses bien. Quand vous signez des documents, lisez-les et posez-vous les bonnes questions. Là, c'est ce qu'on a fait. Du coup, ça nous a fait rater cet achat. Mais tant pis, je veux dire, vaut mieux avoir cette rigueur et puis d'autres fois, ça payera un peu plus que se laisser dicter des lois comme ça, sans fondement. Ils n'ont jamais pu me donner une seule base légale à leur décision de ne pas mettre cette clause dans le compromis. Je veux dire, c'était pas une clause abusive qu'on demandait. Et nous voilà donc avec un achat de plus qui ne se fait pas malgré un accord sur le prix. J'aurai encore vraiment pas mal d'histoires à raconter pour les agents immobiliers, mais je vais essayer de tenir un podcast d'une 20aine de minutes. J'espère que ces petites anecdotes vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon podcast et à me rejoindre sur Instagram sur Bye Bye Patron pour me proposer de nouveaux thèmes ou sujets de débat. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Bye bye.